peut-on définir le travail social? La question peut paraître même naïve, si elle n'était pas difficile et complexe. Parce que qu'on peut définir le travail social, personne ne les nie. Rares sont les gens qui ne seraient pas d'accord avec ces quelques propos, pour le moment très généraux, et en même temps, encore plus rares sont ceux qui le développent, sont ceux qui disent quelque chose. D'autant plus qu'une définition n'est pas une convention. On se met d'accord sur telle chose. On peut se mettre d'accord sur le fait que les vaches volent, mais c'est pas pour autant qu'elles volent. Une définition est une définition de la résultat d'une recherche. Elle comprend des matériaux, des déterminations, des catégories. Dans une définition, on n'abuse pas trop de métaphores, de jeux de mots. On dit de quoi il s'agit. C'est une conclusion, pas un point de départ. Et j'insiste, ce n'est pas une convention. On peut être d'accord, un travail social c'est largement dominant, en passant soit dit, on peut être d'accord sur ce qu'est le travail social, mais l'accord porte sur quelques généralités tellement vagues qu'on ne peut pas ne pas être d'accord tout en ne pouvant pas s'y accorder non plus. Personne ne le fait non plus. C'est ce paradoxe fondateur. Il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de praticien qui pourrait prétendre que le travail social est indéfinissable. Et en même temps rarissime, et c'est presque un euphémisme, et rarissime sont les propositions de définition. Il ne s'agit pas de la définition définitive sacralisée, c'est pas ça que je vise non plus, il s'agit de poser une définition, c'est-à-dire argumenter une définition, c'est ça qui manque. Et c'est ça qui manque, et quand une définition manque, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas sur quoi on travaille, on ne sait pas ce qu'on fait avec ce qu'on appelle les usagers. La question de définition, c'est une question professionnelle, c'est une question théorique, parce qu'il s'agit de dire en quoi ça consiste, quels sont les paramètres, qu'est-ce que le travail social peut, qu'est-ce que le travail social ne peut pas, est une question personnelle, subjective aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, moi qui travaille sur cette thématique-là, qu'est-ce que je fais à longueur de journée, où est-ce que j'ai réussi, où est-ce que j'ai échoué. La question de définition est une question. La question de définition, en un mot, c'est savoir de quoi on parle, savoir sur quoi on intervient. Ce n'est pas une question intellectuelle seulement. Donc, peut-on définir le travail social? Oui, absolument. On peut définir, on a intérêt à définir, même si certains peuvent ne pas avoir intérêt à définir, c'est vrai aussi. Ça, je n'avais pas pensé avant. Une fois les définitions établies, développées, argumentées, illustrées bien sûr, il se peut que certains, sur le terrain, croient faire du travail social là où en réalité ils font du militantisme politique, ce qui est parfaitement compréhensible et raisonnable, bien sûr, mais que ce n'est pas le travail social. Certains font la psychologie bon marché des usagers, auquel cas il ne faut pas non plus d'intervention sociale. Bon, autrement dit, et sans parler de mes chers collègues qui, eux non plus, ils ne définissent pas le travail social dont ils parlent. Ils se prélassent dans les commentaires, pas dans les définitions, dans les descriptions, dans les envolées plus ou moins lyriques, bibliothèque de gare d'ailleurs, mais pas de définition. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. S'il fallait mettre un leitmotiv à cet entretien, merci à Joël Pouliken de l'initiative, c'est celui-là. Il faut commencer, enfin, à appeler les choses par leur nom, à moins de vouloir contribuer, je l'ai dit dans plusieurs de mes écrits, à moins de vouloir contribuer à détruire le travail social par l'intérieur, plus efficacement encore que le néolibéralisme le détruit par l'extérieur. Il faut définir, il faut se donner le temps, les énergies, les impasses et les satisfactions de toute définition.
améliorable. Une définition n'étant pas une révélation, elle est toujours améliorable, comporte de blanc, des hiatus à colmater, des rectifications à introduire. Elle doit parler aux praticiens sans pour autant coller à l'expérience immédiate. Ce n'est pas un journal de bord, c'est une ouverture d'orientation. Et la définition dit de quoi on peut traiter, de quoi on peut travailler. Bon, en cela, ce n'est pas politiquement correct, en effet. Ce n'est pas politiquement correct. Le politiquement correct en travail social, depuis un bon moment, et pas qu'en France d'ailleurs, mais en France c'est particulièrement développé, le politiquement correct, c'est parler à propos du travail social, pas parler du travail social, pas parler dans le travail social, c'est parler du. C'est presque un commérage presque savant. Je suis tenté de nommer des gens là-dessus pour donner des illustrations. Mon passé universitaire m'empêche d'énoncer la connerie ambiante. Enfin, avançant dans la question de la définition, c'est que ces livres, au livre dont je parle, Pourquoi le travail social, date de 2007. 2014, il y a une nouvelle version. Mais bon, c'est encore mieux parce que écrire, c'est aussi écrire. Pas seulement, c'est écrire pour soi, s'instruire. Et donc, c'est un écrivain, en révisant la première version, que j'ai pris conscience d'un inconvénient rédhibitoire. À savoir, dans ces livres, il n'est pas suffisamment développé les différences entre travail social et intervention sociale. Ça me semble gravissime. Enfin, gravissime parce que le travail social, ce n'est pas l'intervention sociale et vice-versa. L'intervention sociale est un élément, est un composant du travail social. Celui-ci est un appareil d'État, comme la gendarmerie, la police ou l'éducation. À ce titre, le travail social est pratiqué par des travailleurs sociaux, mais surtout pas que des travailleurs sociaux seulement, aussi des psychologues, psychiatres, économistes, sociologues, bureaucrates, etc. Le travail social est bien plus large à sa manière. Son enjeu principal, c'est la politique sociale. Et l'intervention sociale, c'est l'activation de certaines ressources de la politique sociale, ressources matérielles, financières notamment, mais pas seulement, mais aussi idéologiques, culturelles, familiales, etc. De ce point de vue, il me semble tout à fait important de rectifier, y compris dans les questions et dans les livres, le travail social est un processus de production. Oui, mais c'est l'intervention. Et là, j'aurais dû parler de l'intervention sociale est un processus de production à partir de matières premières en vue d'un résultat. Et le travail social est aussi un processus de production, mais comme l'appareil scolaire, qu'on ne confond pas avec la pédagogie de telle ou telle classe. Comme la psychanalyse est un appareil à ne pas confondre avec le travail psychanalytique fait par un patient avec un psychanalyste. Et bon, ça c'est un point qu'il faut poser. L'autre point, le plus discutable, mais plus le temps passe, la lecture avance, l'analyse pratique que j'exerce constamment me le confirme. Ni l'intervention sociale, ni le travail social n'ont pour but la résolution des problématiques matérielles des gens. N'ont pour but de résoudre les questions de logement, d'habitation, d'emploi. Ils sont une intervention. Ils sont une intervention sur ces chapitres, bien sûr, et des travail social et l'intervention sociale, on peut tout dire, sauf qu'ils sont inutiles ou inopérants. Ils sont une intervention, mais elle est, des points de vue matériels, palliative, pas résolutive. L'intervention sociale contribue à, parfois, alléger
les questions matérielles, de logement ou de scolarité, ou de couple, alléger, c'est déjà pas mal, mais ça ne les résout pas. Surtout dans le système capitaliste dominant néolibéral, la résolution des problèmes des gens, des problèmes de logement ou d'emploi n'est pas à l'ordre du jour, loin s'en faut, c'est plutôt le contraire. Donc là, la question de la définition suppose de se coltiner la question avec un L-A majuscule, la question esquivée partout, 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 partout. Donc à cette hauteur très avancée de ma vie, je revendique la paternité. Et que peut et qui ne peut pas l'intervention sociale. Plus d'une fois, triste, je me demande mais pourquoi on n'explique pas ça aux étudiants qui se font des idées absolument bizarres, à côté de la plaque en clair, bizarres sur ce qui peut ne peut pas être. Bon, pour comprendre ce que peut ou ne peut pas être, il faut revendiquer un concept lourd, difficile, mais irremplaçable. Idéologie. Si on est fâché avec le concept d'idéologie, ou encore pire, si on croit savoir de quoi ça retourne, mais on ne l'a jamais étudié, on est par là même automatiquement empêché de comprendre ce que peut ou pas l'intervention sociale, ce que le travail social fait sur le terrain avec les gens. Lui qui s'occupe de maladies mais ne soigne pas, s'occupe de logement mais n'héberge pas, lui qui s'occupe de ceci ou cela mais toujours à côté de la plaque. À côté de la plaque officielle, parce qu'il fait quelque chose. Il fait quelque chose sur l'ensemble des représentations, valeurs, idées, modèles, prototypes sur lesquels les gens supportent ou ne supportent pas leurs questions matérielles, leurs problématiques matérielles. C'est, je l'ai répété des millions de fois, je suppose, à cette hauteur de ma vie, ou des milliers en tout cas, des milliers de fois, et revendiquer le concept d'idéologie, c'est-à-dire reprendre ici la définition à travailler, mais pas ici, la définition d'Althusser, inspiré beaucoup de Gramsci, mais beaucoup de sa construction à lui, et l'idéologie, c'est-à-dire la représentation matérielle du rapport imaginaire aux conditions réelles d'existence. Représentation matérielle, c'est moi qui ajoute au matériel, représentation matérielle du rapport imaginaire aux conditions réelles d'existence. C'est-à-dire ce que nous racontons, ce qu'on nous raconte, pour supporter la vie que nous savons, ou pour ne plus la vouloir comme ça, pour la mettre en question, pour essayer de la rectifier. Représentation matérielle, dis-je, parce que l'idéologie est un ensemble d'idées, un ensemble de représentations, de concepts, mais l'idéologie est aussi un ensemble de gestes, de comportements. Par exemple, quand on dit attitude virile, comportement féminin, c'est-à-dire certains gestes que hommes et femmes, dans mon exemple, qu'hommes et femmes sont censés avoir, des modèles qu'ils sont censés réaliser, tous les travaux d'interpellation, comme dit si bien Althusser, de socialisation, comme dit la sociologie, la psychologie, bon, d'interpellation de l'individu en sujet, c'est-à-dire faire que chacun de nous, quelle que soit sa solitude ou les compagnies qu'il a, chacun de nous est inséré dans une société, dans une couche sociale, possède des manières de penser, de dire, et n'est pas déconnecté de la société. Les plus désinsérés des atomes libres a toujours des atomes crochus. Bon,
c'est sur ça. L'analyse pratique, c'est l'analyse des idéologies mises en œuvre. Quand on dit de tel ou tel usager qu'il est des droits vulnérés, on dit en espagnol, mais quand on dit qu'il est faible, affaibli, vulnérable, nécessiteux, en souffrance, sont des catégories idéologiques qui tentent de nommer une situation réelle, qui, elle, peut être nommée par d'autres catégories. L'analyse pratique consiste à, partiellement, changer les catégories qui désignent une situation et par là même laisser passer un peu de courant d'air, ventiler la serre asfixiante des convictions. Oui, dans tout ça, pour compléter cet exposé hyper schématique, j'ai des références, c'est pas créé à partir de rien, c'est pas créé à partir de ma tête, ça serait pour le moins prétentieux et inquiétant pour ma santé mentale. Et non, il y a des références, et sont des noms. Et c'est la psychanalyse, en deuxième lieu. En premier lieu, la théorie marxiste. Quand je dis ça, je nomme deux choses, mais en même temps, je ne dis pas grand-chose, parce que marxisme et psychanalyse, d'une part, ça comprend des variantes fort divergentes. Ici, quand je parle de marxisme, je fais référence aux travaux de Louis Althusser, qui fut mon maître et mon ami. Et je fais référence à Freud et aussi à la lecture que de Freud fait Lacan. Mais importe aussi de dire que ces deux références sont des références, c'est-à-dire des points de repère à malaxer, à travailler. C'est pour ça que j'ai quelques réticences à dire ce que je raconte aux marxistes et aux psychanalytiques. Marxisme et psychanalyse peuvent donner lieu à des discours très ankylosés, très chapelle, très chapelle, terriblement chapelle. Évidemment, c'est pas dans ce sens-là que je m'inscris. Je m'inscris de l'idée que les temps contemporains ne peuvent pas se penser sans Marx et sans Freud Lacan, ne peut pas se penser sans eux, ne peut pas non plus se penser qu'avec eux. Donc il faut passer par eux, en tenir compte, les dépasser, non, c'est absurde. On ne peut pas dépasser une telle pensée. Mais l'acclimater, l'adopter, l'adapter, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comment la faire fonctionner dans le cas de Jacques Dupont, qui s'est disputé avec Monique Machin pour une baguette. Voilà, c'est ça mon obsession. Et montrer le travail de l'inconscient et les luttes sociales à la hauteur du domestique. Une manière de définir le philo. Tout ça n'est pas uniformément clair, tout ça est discutable. Et je suis ouvert à la discussion. Par oral, par écrit, par téléphone, par Zoom, comme vous voudrez. C'est les discussions qui manquent beaucoup dans les travaux sociaux, pas seulement, vous direz, d'accord, mais aussi dans les travaux sociaux. Les débats. Pour ce deuxième chapitre, je voudrais commencer par une mise au point. Il s'agit justement d'un point abordé effectivement dans l'ouvrage, dans le chapitre 2 aussi, abordé mais pas suffisamment exploité. Bon, le bouquin date de 2011, si je ne m'abuse. Beaucoup d'eau est passée sur le pont. Beaucoup de ponts sont tombés à l'eau d'ailleurs. Et bon, j'ai fait quelques avancées quand même depuis. Donc il y a une différence tout à fait importante à faire entre travail social et intervention sociale. Ce ne sont pas, malgré l'usage courant, ce ne sont pas des synonymes interchangeables.
Le travail social est un appareil d'État comparable à la police, comparable à l'éducation, à la famille, au syndicat. C'est un appareil idéologique d'État, comme dirait mon maître Luel Tusser. Et du travail social font partie des agents qui sont des travailleurs sociaux, mais aussi des psychologues, des psychiatres, médecins, des sociologues, des formateurs, etc. C'est-à-dire que travail social et travailleurs sociaux ne sont absolument pas des synonymes. Et que le travail social n'est pas fait uniquement par les travailleurs sociaux. Par là même, deuxième point, l'intervention sociale, en principe, est une exclusivité des travailleurs sociaux. Des psychologues aussi participent avec des diagnostics, mais les psychologues, quand ils ne se trompent pas de métier, ou le psychiatre, ne font pas des diagnostics sociaux. Ils ne font pas une clinique sociale. Ils font un travail nécessaire, psychologique ou médical ou autre, nécessaire mais partiel. Cette distinction est importante parce que le chapitre 2, justement, traite de l'accompagnement. Or, ce n'est pas le travail social qui fait l'accompagnement, ce n'est pas dans le cadre du travail social, c'est dans le cadre du travail social, mais ce qui fait de l'accompagnement, c'est l'intervention sociale. Que veut dire donc accompagnement? Il y a des longs discours dans des formations, dans des textes assez littéraires, au mauvais sens du terme, assez blabla, assez métaphorique. Et pour ma part, j'entends que le terme accompagnement, qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire faire quelques pas avec quelqu'un, c'est ça l'accompagnement. Faire quelques pas avec quelqu'un, dans une certaine direction, par certains agents pourvus des stratégies, méthodologies d'intervention. Or, l'accompagnement en question donc n'existe pas en l'air, existe selon certaines figures. Selon 3 figures exactement. La charité, la prise en charge et enfin la prise en compte. Celle-ci avec 3 points d'interrogation pour indiquer que ça continue. C'est-à-dire que l'accompagnement est un titre générique, intéressant pour donner des caractéristiques générales de l'intervention sociale, mais ce n'est pas ça encore. La réalité effective de l'intervention se fait à dominante charité, à dominante prise en charge, à dominante prise en compte. À dominante veut dire que les 3 figures sont plus ou moins simultanément présentes, soit comme adversaires, soit comme alliés. Ça, c'est ça qui montre l'analyse de pratique auquel je me livre quand je peux. Mais qu'il s'agit d'une prédominance d'une des 3 figures. Aucune n'est exclusive. Y compris dans la charité, il y a des éléments de prise en compte. Et de la prise en compte, il y a des éléments de charité. Bon. Que ce soit un peu plus précis. Charité, prise en charge ou prise en compte sont donc les 3 déclinaisons, pas forcément les seules, les 3 déclinaisons de l'accompagnement. Accompagnement, donc, finalement, ne veut pas grand-chose, ne veut pas dire grand-chose, avant de détailler sur quelle forme prédominante le dit accompagnement s'exerce. Les 3 figures en question sont 3 mises en scène. La métaphore théâtrale, c'est pour dire que ces mises en scène supposent des arguments particuliers, une certaine définition de l'usager, du destinataire, une certaine définition de l'intervenant. Ce n'est pas le même. Et aucune des 3, les questions, les problèmes que chacune voit ne sont pas exactement les mêmes. Ce n'est pas les mêmes usagers. Ce n'est pas le même usager qui apparaît dans les 3 figures, ce n'est pas les mêmes intervenants. Je détaille. La charité peut être religieuse, la figure classique des bons sœurs ou des curés, mais il peut être parfaitement laïque. C'est-à-dire plus d'un travail social aujourd'hui, progressiste, anti-trumpiste et autres vertus réelles,
en même temps peut pratiquer une forme de charité ou des éléments de charité dans son intervention, parce que, j'ai oublié de dire, c'est important, les trois figures sont des figures objectives, c'est-à-dire ça ne dépend pas de comment l'intervenant voit ou ne voit pas, ça ne dépend pas de son envie de faire de la charité ou faire ceci ou cela. Ce sont trois figures objectives qui apparaissent à la lumière de l'analyse qu'on peut faire de chacune des interventions. C'est pour ça qu'ils sont d'une existence matérielle, une importance, ils sont une existence gestuelle. Bien. La charité, donc, suppose qu'il y a que l'usager suppose l'usager fondamentalement comme une créature. Une créature peut avoir 4 ans, on peut avoir 40 ans. Dans tous les cas, est créature, celui qui ne sait pas où donner la tête, celui qui est admirable dans sa naïveté ou dans son inconscience, mais qu'il faut guider, qu'il faut orienter, il faut prescrire ce qu'il faut qu'il fasse. Et la créature est celle qui est créature, c'est lui, celle qui ne sait pas que faire, qui ne sait pas où donner la tête. Face à lui, il y a les savants, enfin les sujets supposés savoir de la charité. C'est lui qui a quelques études, pas beaucoup, parce que la charité n'implique pas de la formation, et implique plutôt de la vocation. La vocation veut dire l'appel de la divinité. La divinité peut être au ciel ou au comité central. C'est pas la même chose, mais c'est pas radicalement opposé. Donc, la charité suppose qu'il y a quelqu'un qui sait parfaitement ce qui est bon pour autrui, qui va le conduire à bon port, là où il faut que de toute façon, l'usager en question parvienne. Ça suppose, suppose qu'il y a un ordre moral du monde dont l'usager, pour des raisons diverses, auquel l'usager, pour des raisons diverses, ne peut pas se plier, ne peut pas réaliser. Heureusement, le bienfaiteur est là, qui va les guider là où il faut. Ça, il ne faut pas l'entendre, c'est pas ironique du tout de ma part, pas une fois, mais il ne faut pas l'entendre surtout dans son sens étroitement religieux, disons. J'ai connu pas mal d'intervenants de terrain, autant que des gens qui font de l'analyse pratique, autant que des théoriciens, soi-disant théoriciens sur les sociales, qui parfaitement laïques s'adonnent à la charité, sans le savoir. C'est une forme, c'est pour ça, c'est pour redire encore, c'est une forme encore présente. Encore présente dans les interventions, dans les analyses. Et il y a beaucoup de pitié dans les analyses, y compris à gauche, beaucoup de pitié à l'égard des usagers, ce qui en première vue est sympathique, à bien analyser, c'est hautement méprisant. Ça vient dire que les usagers sont des tarés plus ou moins démunis, dépourvus de stratégie, des projets, des ressources. C'est justement ce que la troisième figure, mais nous ne sommes pas là encore, la troisième figure prise en compte va tenter de montrer, va tenter de mettre en route. Passons d'abord par la prise en charge, qui est la figure dominante aujourd'hui, qui est la figure princeps, on dit. C'est la figure dominante. C'est ça qu'on apprend dans les centres de formation, c'est là qui est dit dans la réunion de synthèse, c'est là qui est proclamé dans les écrits en général. Qu'est-ce que la prise en charge? Il suffit de se rapporter à l'appellation. La prise en charge, c'est comment quelqu'un, un intervenant, s'occupe d'une charge généralement lourde. C'est là que des assistants sociaux disent un cas lourd. Comment il s'occupe de quelqu'un qui ne va pas bien, qui est plus ou moins écrasé par les circonstances objectives ou par mal
chômage ou autre, ou par des circonstances subjectives, maladie mentale, addiction en ceci ou cela, etc. La prise en charge, je suppose qu'il y a quelqu'un suffisamment compétent pour savoir, suffisamment prétentieux, je dirais aussi, pour prétendre savoir ce qui est bon pour autrui. La prise en charge, c'est mandater quelqu'un qui a passé 3 ans de formation, qui est tout un chapitre sur lequel il faudrait revenir un jour, n'est-ce pas? Qui a passé 3 ans de formation et est censé avoir acquis les compétences pour amener autrui, l'usager, là où il faut qu'il aille. La prise en charge, ce n'est pas loin de la charité. J'ai l'habitude de dire la prise en charge est tout contre la charité. Tout contre, à la fois opposé et reposant sur. La prise en charge consiste à faire pour l'usager. Parce qu'on a étudié en psychologie, une certaine psychologie, une certaine sociologie, on a acquis suffisamment d'éléments pour aider autrui à s'insérer dans la société, comme on dit. Comme si les gens n'étaient pas, hélas, déjà insérés dans des situations terribles, souvent. Autant la charité fonctionne sur le principe du secours, à apporter aux démunis, aux fragiles, aux fragilisés, autant la prise en compte, la prise en charge, je veux dire, est montée sur l'aide. La prise en charge est une relation d'aide, d'un sachant vers un ignorant à sauver. Souvent, elle fonctionne, surtout si l'usager ne vient plus. Mais la question, c'est que faire quand, comme c'est le cas, grâce, entre guillemets, grâce au néolibéralisme, comment faire quand la prise en charge bute sur des murs divers, quand elle ne réussit pas. Je laisse de côté, parce que c'était le thème du premier chapitre surtout, que veut dire qu'une intervention sociale réussisse ou pas. Je crois savoir, je crois pouvoir définir, mais bon, ça suppose revenir au premier chapitre. Et quand il échoue, on peut faire deux choses. Quand la prise en charge échoue, on peut faire deux choses. Soit dire l'usager n'était pas prêt, autrement dit, il n'est pas à la hauteur de mon excellence, de mon savoir-faire, d'autant moins à la hauteur que j'ai fait avec lui la même chose que ce que j'ai fait avec les précédents, avec lesquels ça a beaucoup marché, très bien marché. Et pourquoi ça ne marche pas avec lui? Parce qu'il n'est pas à la hauteur. Il manque de motivation, etc. C'est une possibilité. Et plus ou moins pratiquée d'ailleurs. Une autre possibilité, c'est tenter de passer à la prise en charge et à la prise en compte. C'est-à-dire passer du faire pour l'usager avec la meilleure bonne volonté du monde. Ça, c'est pas un question. Je ne mets pas en doute la bonne volonté de ceux qui s'adonnent à la prise en charge. Ils sont nantis de bonne volonté. Donc, comme on sait, le purgatoire à chaque fois est pavé. Et la prise en compte, c'est faire avec l'usager. C'est là que la définition gagne sa définition la plus précise. Faire quelques pas avec quelqu'un. Faire quelques pas avec quelqu'un. Un pas en avant, éventuellement, mais pas plus. La figure prise en compte suppose ce que j'appelle la clinique transdisciplinaire, qui sera l'objet de notre prochain et dernier entretien. En revanche, la prise en charge suppose une forme ou une autre de supervision, sur laquelle je vais tâcher de revenir aussi la prochaine fois. Et la prise en compte suppose quelques paramètres aussi, comme la charité, comme la prise en charge. La prise en compte suppose deux paramètres fondamentaux pour la faire fonctionner. D'une part, le paramètre idéologique, d'autre part, le paramètre inconscient. C'est condensé dans une de mes métaphores préférées, idéologie inconscient formée. Idéologie,
qui est un concept auquel je donne un contenu hautement positif. Idéologie veut dire impossibilité d'un point de vue neutre. C'est ça, veut dire idéologie. Et impossibilité d'un point de vue qui ne contribue pas à solidifier ou à tenter de modifier une situation. De ce point de vue, la prise en compte est un point de vue délibérément idéologique, comme tout autre, mais en connaissance des causes. En connaissance des causes. Ça suppose, mais le plus délicat reste à faire. Prise en compte suppose de lier, de montrer comment idéologie et inconscience sont toujours déjà liés, que le recours à l'un ne peut pas se passer du recours à l'autre, et réciproquement. Bon, tout ça, ça fait un programme de travail. L'analyse empathique gagne à incorporer cette vision des choses, et les travailleurs sociaux peuvent, je pense, se dispenser de quelques dilemmes qui n'en sont pas, s'ils passent de la prise en charge, c'est-à-dire je sais ce qui est bon pour vous, je fais ça pour vous, et se passe donc de la prise en charge et la prise en compte, je fais ça avec vous, je vous apprends des choses, mais s'il vous plaît, apprenez-moi aussi comment on fait pour survivre dans des conditions de vie qui sont les vôtres. Il y a un projet démocratique dans la prise en compte. Un projet démocratique, un projet progressiste, là où de la prise en charge, peu ou prou, il y a un projet d'aristocratie petite bourgeoise. Il s'agit donc de la clinique transdisciplinaire, dernier volet de cette série des 3. La clinique transdisciplinaire, bon, est une invention qui est le bras armé, la mise en œuvre d'une certaine conception sur l'intervention sociale, sur le travail social, sur tout ce qui, de près ou de loin, peut toucher les humains. Dénomination un peu large. Il s'agit de cliniques et il s'agit de transdisciplinaires. Clinique, parce que c'est le traitement du un par un. Il n'y a pas de clinique du général. C'est la clinique est celle, dans une formulation habituelle, la clinique est celle du traitement cas par cas, ou dans mon langage, situation par situation. Elle est aussi transdisciplinaire, c'est plus difficile d'expliquer parce que ce n'est évidemment ce n'est pas monodisciplinaire, mais ce n'est pas non plus inter ou pluridisciplinaire. Inter pluridisciplinaire sont deux postures qui essaient de mettre ensemble des points de vue plus ou moins inconciliables, social et psychologique, intime et politique, et sexuel et intellectuel, etc. Bon. Transdisciplinaire, c'est tâcher de voir le réel, travailler le réel, en deçà et au-delà des catégories habituelles, des compartiments établis, des disciplines en fait. La discipline. Les disciplines sont irremplaçables en tant qu'elles fournissent un arsenal de concepts, d'arguments, de perspectives accumulés au fil des siècles. Donc effectivement, il ne s'agit pas de réinventer la fil à couper le beurre, il faut connaître des auteurs autant que faire se peut, mais des entités comme l'homo economicus ou l'homo psychologicus ne sont pas des simples déviations, l'une des sciences économiques, l'autre de la psychologie et la psychanalyse, sont des tentations constantes. Et dans cette discipline, on est toujours tenté de confondre le personnage de la discipline avec la personne du réel, la personne de la réalité. On confond les êtres en chair et en os, une tendance forte. Il y a des raisons, mais c'est inexcusable. Il y a des raisons pour confondre les êtres réels avec leur définition disciplinaire et disciplinaire. Et transdisciplinaire, donc c'est aller au-delà des compartiments, des divisions. Ça se cristallise dans les principes déjà cités
idéologie et inconscient font-le oppressant. Il ne s'agit pas de les lier, ça c'est une des nouveautés importantes. Il ne s'agit pas de les parvenir à les lier, il s'agit de montrer que toute mobilisation de la logique de l'idéologie suppose, à l'insu ou en connaissance des causes, à l'insu du sujet ou en connaissance, suppose le recours à la logique de l'inconscient et vice-versa. Ce n'est pas une question de choix, même pas de posture philosophique ou épistémologique. Il s'agit que, de fait, aucun usager, mais ça vaut au-delà de l'intervention sociale, aucun usager ne parle de questions uniquement matérielles, des questions uniquement spirituelles. Aucune conformation psychique, si psychotique soit-elle, n'est compréhensible sans le recours à des variables, à des dimensions idéologiques en termes de valeurs, idéaux, principes. Sinon, on ne comprend pas pourquoi certains courants psychologiques sont adoubés, célébrés, et d'autres sévèrement expulsés. Pourquoi? Parce que la psychanalyse n'est pas que psychanalytique. Et parce que le marxisme n'est pas seulement une théorie des forces de production. C'est aussi une posture éthique. Bon, dans les paquets transdisciplinaires, je mets tout ça. Je mets tout ça et donc je pense que la pratique professionnelle, indépendamment de la conscience de praticien, la pratique professionnelle consiste à repérer, à se faufiler dans les marquements du réel, c'est-à-dire à essayer de tracer des lignes idéologiques et inconscientes de ce qui est en jeu, de ce qui se montre, et accompagner l'usager, comme on dit, l'accompagner dans sa propre découverte de l'impact de ces deux logiques. Bon, pour ce faire, pour être plus concret, il y a des catégories qu'il faut mobiliser, qu'il s'agit de mobiliser. L'une, c'est la différence entre cas et situation. Les cas, c'est celui d'autrui. La situation est celui d'autrui avec moi au sein de la politique sociale. Dans son cas, il y a un seul... Dans les cas... quand on parle de cas, pardon. Quand on parle des cas, il y a un seul protagoniste. On parle de situation, il y a au moins trois. L'usager, moi, la politique sociale. Il s'agit effectivement, dans tous les cas, du concret, terme trop important pour le prononcer à la légère. Que veut dire concret? Là, je prends une définition que Karl Marx donne. Concret, c'est synthèse de multiples déterminations. Concret veut dire synthèse de multiples déterminations. Langage Marx, détermination, ça veut dire des multiples variables, multiples éléments. D'emblée, ça vient questionner toute définition en termes d'être, il est alcoolique, il est ceci ou cela, parce qu'il est aussi alcoolique, il faudrait dire. L'alcoolisme ne suffit pas pour expliquer le concret d'un usager, si pseudo-alcoolique soit-il. C'est la nécessité de mettre à découvert, à ciel ouvert, de mettre à ciel ouvert des variables diverses, dont deux fondamentales, idéologie inconsciente. Donc là, il faut faire, avec Marx, avec Hegel aussi, la différence entre le concret immédiat, tel que ça apparaît, et le concret reconstitué, tel qu'il émerge de l'analyse, tel qu'il apparaît au-delà de sa apparence. C'est pourquoi une intervention est une investigation. Et une investigation à la fois sur ce que peut arriver à l'usager au sein de la politique sociale, jamais à lui seulement, au sein de la politique sociale dans cet établissement où je travaille, et aussi ce qui m'arrive à moi, intervenant, quelle analyse ou quel début d'analyse je peux faire des réactions que ça provoque chez moi.
aussi loin que possible. Une manière, si on veut, une manière d'auto-analyser. Il y a une dimension éthique et subjective dans ce que je raconte, dans cette éthique et subjective dans la clinique transdisciplinaire. Mais il y a aussi, ça serait ma conclusion provisoire, il y a aussi quelque chose de très particulier. Et la clinique transdisciplinaire cherche à produire de la connaissance de la situation des usagers. Et quand je dis connaissance, c'est évidemment délibérément que j'utilise ce mot. La connaissance est objective, va au-delà de l'opinion, du ressenti, du transfert, du contre-transfert, de ce qui m'arrive et ce qui ne m'arrive pas. La connaissance est objective, j'ai l'habitude de dire, objective jusqu'à preuve objective du contraire, c'est-à-dire elle est démontrée, vérifiée, elle est mise à l'épreuve. Il y a connaissance quand la situation de départ, la situation telle que rapportée par l'usager, quand la situation de départ se trouve reconstituée à la logique, à la lumière, pardon, se trouve reconstituée à la lumière de ces logiques plus ou moins souterraines mais efficaces. C'est une manière différente, férocement antipsychologique. Une manière différente d'envisager la pratique. Pas antipsychologique au sens de objectiviste, sociologiste, c'est dire qu'il n'y a pas d'intervention sans que la dimension psychique soit mobilisée, mais en même temps, la dimension psychique est bien une dimension, pas l'explication finale. J'insiste, aucun psychotique n'est seulement psychotique. Aucun psychiatre n'a jamais soigné, comme il a pu, un psychotique sans en même temps toucher d'autres aspects chez les psychotiques en question, et sans que sa propre action ne soit confirmée, soit mise en question par l'institution où il exerce. C'est presque le sens commun ce que je propose. Si ce n'était pas aussi perverti, aussi encombré, c'est le mot, si ce n'était pas aussi encombré par le psychologisme ambiant qui me semble vraiment l'ennemi à battre. Et la fuite en avant, dans ce que j'appelle, mais ça mériterait une autre discussion, l'humanisme. En tout cas, le but c'est renouveler, contribuer à renouveler l'intervention sociale. Et contribuer à réaffirmer l'amour du métier dans une tâche, travail social, dans une tâche qui est et qui reste et qui sera de plus en plus indispensable. Voilà ce que je pourrais dire comme première approche. Bon, j'écris beaucoup là-dessus, pas assez je trouve, mais bon, je fais de mon mieux. Avec 24 heures, une partie étant consacrée à dormir. Mal. Une question me paraît fondamentale autant pour les professionnels que pour les usagers. Du côté des professionnels, quel serait l'intérêt à mettre au travail la clinique transdisciplinaire? Quel serait l'intérêt dans leur pratique? Quel avantage, quelle clarification ça permettrait de mettre à jour, enfin en œuvre plutôt? Et du côté des usagers également, qu'est-ce qui... À jour. Oui. Mais également, du côté des usagers, quel bénéfice, quel atout présente cette mise en œuvre de clinique transdisciplinaire du côté des usagers? Ça, c'est un élément aussi qui me paraît important, qui n'apparaissait pas dans l'édition de Pourquoi travail social. Et il me semble que c'est une des questions que, aussi bien du côté, encore une fois, des professionnels que des usagers, on est en droit de se poser. Tout à fait. Tout à fait. Ça plus d'une fois, mon éditeur me l'avait proposé d'ailleurs aussi,
Plusieurs fois, j'ai songé à réécrire ce livre qui date de 2011. 2011. Oui. 2007, non? Non, 2011. 2011. La 2011. première édition. Ah, c'est la seconde édition 2011. Oui, la deuxième c'est 2011, oui. Non, mais il faut une troisième. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps dans ma longue vie de m'y adonner. Réponse. Non. Élément de réponse à ces questions, à cette question d'une importance capitale. À quoi ça peut servir à l'intervenant social cette clinique transdisciplinaire? Ça dépend. Ça dépend quel intervenant. Il y en a qui ont, ça m'est arrivé bien sûr plein de fois, il y en a qui n'ont aucun intérêt à y passer, préfèrent les chemins habituels, les usagers ont des problèmes et moi j'ai la clé ou la présence des clés. La journée pour moi se termine à 4h30, 5h. Je ne vais pas repartir avec... et j'ai un diplôme dont je finis ma formation, je ne vais pas continuer à étudier, qui est un des implicites de ce que je propose. On n'a pas fini d'étudier. Donc il y a une partie des professionnels pour qui tout ça est barbant, je comprends, qui font ce boulot comme, parce qu'il faut bien travailler. Quand on n'est pas un grand bourge, il faut bien travailler, gagner quelques sous, mais aucune militance, aucune cause à laquelle servir. Moi, je parle plutôt des intervenants qui peuvent trouver, je pense que c'est le cas pour une partie, parce que c'est assez pratiqué quand même, en France et surtout en Amérique latine, en Argentine en particulier, mon pays d'origine. Qu'est-ce que permettrait aux intervenants sociaux? S'ennuyer un peu moins. S'ennuyer un peu moins, c'est-à-dire retrouver l'excitation, le piquant de l'action. Dépasser le discours de la plainte, de la doléance, de ça va pas, parce qu'il s'agit de reconnaître en quoi moi je contribue à ce que les choses ne bougent pas. Ça peut aider à avoir une pratique plus lucide, une certaine fierté du travail, vertu démodée, très 19e siècle, 20e. Mais il n'y a pas de raison pour qu'un travail social, ça permet de savoir en quoi consiste l'intervention sociale, rien de moins. Et tout le monde n'a pas intérêt de le savoir. En quoi consiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vise, qu'est-ce qu'elle peut résoudre, ce que j'appelle sa cible principale, et qu'est-ce qu'elle ne peut pas résoudre, ce que j'appelle sa cible secondaire. Pour savoir ce qu'on fait, savoir pourquoi on va au boulot, et savoir qu'est-ce que, de la masse de choses que l'usager demande à juste titre, qu'est-ce que je peux leur donner, histoire de m'épargner des déceptions, d'épargner des déceptions à l'usager. Ça contribue à la clinique transdisciplinaire, peut aider les usagers qui, aussi divisés que les intervenants. Certains veulent savoir et d'autres veulent des sous, point. Il faut donner des sous si on en a, rarement d'ailleurs. Et une partie des usagers voudrait comprendre ce qui lui arrive. Et pour qu'ils comprennent, il faut que moi-même, l'intervenant, je sois au courant de comment et pourquoi. C'est méfier de ce qui... de la maladie, se méfier de la maladie honteuse du travail social, à savoir l'excès de métaphores, les blablas, les mots creux utilisés comme si c'était des concepts. Il faut cesser de déconner. Il faut cesser de déconner. Les usagers le méritent bien. Cesser de faire, autant que possible, des discours
aussi exaltant que radicalement creux. Voilà ce que je dirais. C'est un peu, pour moi, un peu trop court. Un peu trop court, mais bon. J'ai écrit une centaine d'articles déjà, 7 ou 8 bouquins. J'ai pas fini encore. À suivre.